comment vous, personnellement, je vous pose la question pour savoir comment les partenariats stratégiques RDC-USA peut-il réellement contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais? Je cite l'emploi, je cite aussi pouvoir d'achat, services sociaux et tant d'autres, en lieu et place de profiter qu'à la classe élite. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle garantie existe pour que les ressources naturelles congolaises, je cite les minéraux stratégiques, entre autres forêts, eau et tant d'autres, ne soient pas bradées, le terme bradé, dans les cadres de ces partenariats, mais utilisés pour le développement durable de la République démocratique du Congo? Ça, c'est deux questions qui vous sont adressées. Et la troisième question, c'est au ministre de la Communication et des Médias. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour procéder à la vulgarisation de cet accord ici en République démocratique du Congo? N'est-ce pas, vous avez attendu qu'il y ait des critiques pour que vous soyez aujourd'hui sur la défensive? Merci. Monsieur le vice-premier ministre, permettez que j'évacue cette question très rapidement. Le soir de la signature de l'accord, il était 1h du matin à Kinshasa. Nous étions en direct. On peut vous épargner du temps des décalages, de l'heure où nous nous sommes levés très tôt. Nous avions une journée qui était très longue, mais parce que la redevabilité est une de nos marques déposées, évidemment, vous le savez, sous la conduite du président de la République et de la première ministre. Ce soir-là, pendant presque 2 heures, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, la Mineta, ministre des Affaires étrangères, et les gouverneurs de la Banque centrale, spécialement en sa qualité de principal négociateur, s'est levé pour que nous puissions répondre à toutes ces questions. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, nous avions évidemment le plan qui permettait que nous puissions vulgariser cet accord, mais nous avions l'impératif d'Uvira. Les événements d'Uvira ont pris les dessus parce que nous devons nous assurer que nous avons apporté l'appui nécessaire à nos populations qui en avaient besoin et nous devons nous assurer de faire le suivi dans ces cadres. De toute évidence, nous ne considérons pas qu'il y a des crises. Nous sommes cohérents dans notre stratégie. Dites-vous bien que cette compilation de plus de 100 pages n'a pas été préparée il y a 2 jours, depuis la Noël. Nous y travaillons depuis plusieurs jours et conformément à nos plans, nous allons parcourir les universités et les églises pour être sûrs que les Congolais s'approprient. Et je vais terminer en disant que nous ne pouvons pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Parce que si crise il y a, crise ne vient pas de Congolais qui contestent cet accord, mais crise vient d'une certaine élite avec un agenda politique qui pense que cet accord n'arrange pas les schémas qui est les leurs. Point final. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Bien. Le mot bradage. Mais parlons du coltan. Le monde tourne aujourd'hui dans l'année avec, on va dire quoi, 2000 tonnes de coltan pour que nos téléphones, nos gadgets, nos iPads, nos tablettes puissent fonctionner. Et près de la moitié de cette production vient de la RDC. Mais vient de quel type de mine? La mine de Rubaya. La mine de Rubaya, qui fournit une grande quantité de coltan dont le monde a besoin. Est-ce qu'on va continuer à l'exploiter dans ces conditions? Est-ce qu'il est normal que des pays voisins qui ne sont pas producteurs majeurs de l'or soient devenus des principaux exportateurs de l'or en Afrique? Et tout le monde sait que c'est de l'or qui vient
de la RDC. C'est ça le vrai pillage. C'est ça le vrai pillage qui se déroule depuis quelques années, décennies. Des chiffres crédibles qui sont connus depuis quelques jours indiquent que depuis fin janvier, les exportations rwandaises de coltan ont augmenté de 213% entre janvier et juin. C'est ça le bradage, c'est ça le pillage. Et cet accord a justement pour objectif de mettre un terme à ce pillage en remplaçant le régime actuel de prédation auquel se livrent certains acteurs de la région par un régime où il y a des vrais investisseurs dans des mines sérieuses, dans des mines qui respectent toutes les normes. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, sur cette question, ne lançons pas la pierre sur, je ne sais pas, le gouvernement ou le pouvoir politique en disant qu'ils veulent brader. Regardons ce qui se passe actuellement. Je vais vous donner les éléments d'un autre article, l'article 11. Et dans cet article, vous trouvez la convergence entre les intérêts des États-Unis, je rappelle ces intérêts, c'est l'accès aux minéraux critiques, et il est dit dans cet article que les parties envisageront la mise en place d'une réserve stratégique de minerais située sur les territoires de la République démocratique du Congo. Prenons le cobalt. Nous venons de démontrer... C'est l'article 11. Nous venons de démontrer que c'est bien la RDC qui fournit 70% du cobalt mondial. On l'a démontré comment? En février de cette année, on a suspendu les exportations. Les prix du cobalt qui ne cessaient pas de baisser depuis 2 ans. On avait atteint combien? 20 000 dollars la tonne. Dans la semaine qui avait suivi cette mesure, le prix s'est relevé de près de 20%. Aujourd'hui, on est à 52 000 dollars la tonne. Mais est-ce que nous, RDC, est-ce que nous avons des stocks de cobalt pour pouvoir peser? Ouais. Chez nous, en RDC, non. Ces stocks sont constitués ailleurs. Ici, on prévoit notamment de mettre en place une réserve stratégique de certains minéraux, notamment le cobalt est d'ailleurs cité ici particulièrement. Qui est une ressource stratégique. Qui est une ressource stratégique pour toutes les nations industrielles et pour toutes les armées du monde. Donc, loin de faire du bradage, au contraire, cet accord vise à formaliser l'exploitation minière. Je vous ai parlé de dispositions qui sont dans l'accord pour aider à régler le problème de l'exploitation minière artisanale. Maintenant, pour répondre à votre première question, est-ce que ça, ce n'est pas seulement pour les élites? Mais de quoi on parle ici? On parle d'abord, en ce qui nous concerne, du développement économique de la République démocratique du Congo. Vous voulez offrir plus d'emplois? Vous voulez améliorer le pouvoir d'achat? Mais il faut produire plus. Bien, produire plus signifie qu'il faut investir dans les infrastructures. Produire plus signifie qu'il faut produire plus d'énergie. C'est cela que l'accord vise. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on avait besoin des Américains pour le faire? Pourquoi nous ne le faisons pas nous-mêmes? Est-ce que nous sommes le seul pays au monde qui choisit de coopérer avec un autre État sur la base du contexte actuel, reconnaissons-le, qui est un contexte de fragilité en ce qui nous concerne? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique
et le Japon au sortir de la Deuxième Guerre mondiale afin d'aider le Japon à devenir la puissance économique qu'il est devenu? Ou encore le New Deal en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud pour qu'au sortir de la guerre de Corée, la Corée du Sud sorte du statut de pays à faible revenu et devienne une puissance économique? Nous ne disons pas que c'est les États-Unis d'Amérique qui vont venir développer la RDC. Ce n'est pas ça qui est dit. D'ailleurs, où est-ce que vous avez vu un État qui va développer un autre État? Ça n'existe pas. Mais un État, à un moment donné de son histoire, peut avoir besoin de tirer profit d'une relation particulière avec un autre État, plus fort, dans ce cas-ci, plus fort économiquement, plus fort militairement, mais plus fort aussi sur la sphère internationale. Et nous en avons besoin. Ce n'est pas pour les 2-3 ans à venir, non. Il s'agit ici, laissez-moi répéter ce que j'ai dit en ce qui concerne un statut de partenariat stratégique, il s'agit du moyen long terme. On ne parle pas de 2-3 ans à venir, on parle des dizaines d'années à venir. Voilà, les personnes de mauvaise foi ne voient pas le bradage en cours avec ce qui se passe à Roubaïa parce qu'ils n'ont même pas osé prononcer un petit mot à ces propos.